1352, au Sahara. C'est le plus grand désert du monde. Une étendue brûlante de la taille des États-Unis. La plus grande épreuve à surmonter pour un explorateur. Ibn Battuta a quitté le Maroc à l'âge de 21 ans, jurant de ne jamais emprunter 2 fois la même route. Lui qui a voyagé dans plus de 40 pays, vient pour la première fois au Sahara. Nous entrâmes dans un désert sans habitation. En effet, il n'y a aucun chemin apparent, aucune trace visible, ce ne sont que des sables. Et pourtant, à l'époque, du Sahara dépend la survie de l'homme. La peste fait rage en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Elle tue 1/5 de la population mondiale. À Damas, en Syrie, Ibn Battuta observe 2400 morts en une journée. Mais la pandémie ne peut se propager à travers le Sahara. Dans la mesure où la température atteint 55 degrés, la bactérie ne résiste pas à la chaleur du désert. Et rares sont les organismes qui en sont capables. Le Sahara est très vaste et c'est un véritable enfer. Il n'y a pas d'eau, c'est une fournaise, on y voit des mirages. C'est un véritable calvaire. Il suffit d'un coup de chaleur pour que le système de refroidissement du corps cesse de fonctionner. Vous arrêtez de transpirer parce que le système de refroidissement de votre corps est bloqué. Vous commencez à divaguer et ce comportement incohérent laisse bientôt place à la mort. La vie d'Ibn Battuta est entre les mains de ses compagnons de voyage, les Touaregs. Ces nomades d'Afrique du Nord vivent dans le Sahara depuis plus de 1000 ans et vendent un produit qui nous paraît ordinaire. Mais à l'époque, c'est l'un des plus précieux du monde. Le sel. Le sel était capital. Il représentait la différence entre la vie et la mort. Avant l'invention de la réfrigération, le sel était essentiel pour conserver les aliments, dans la mesure où il absorbe l'eau et empêche la formation de bactéries. La nourriture salée peut être préservée 1 an sans se gâter. L'accès au sel était un facteur de puissance. Je peux par exemple envoyer une armée sur mer ou sur terre avec des vivres, mais sans salaison, ils finiront vite par pourrir. Les Touaregs ont découvert une vraie mine d'or, juste sous leurs pieds. Il y a des millions d'années, le Sahara était une mer. Quand l'eau s'est évaporée, elle a laissé d'importants dépôts de sel. Le commerce du sel permet aux Touaregs de gagner leur pain. Ils l'extraient à Tagaza, au cœur du Sahara, puis ils parcourent des centaines de kilomètres en direction du sud. Ils se rendent sur les marchés des grandes villes de l'Empire du Mali, Djenné, Gao et Tombouctou. Pourtant, ce voyage n'est pas sans risque dans cette contrée dangereuse.
Ici, les voyageurs redoutent tout particulièrement les tempêtes de sable. En quelques secondes, des vents de 110 km/h soufflent sur le désert. Quand une tempête de sable se déclenche, vous avez du sable plein les poumons, plein les yeux et le nez. Ces vents de sable peuvent arracher la peinture d'une carrosserie. Sans abri, on meurt. L'un de nos voyageurs se perdit dans le désert. Depuis ce moment, je n'osais plus ni précéder la caravane, ni rester en arrière. Au bout de 2 mois de marche, la caravane d'Ibn Battuta arrive enfin à destination, au Mali. Le voyageur n'a rien à craindre. Les habitants m'honorèrent et me donnèrent des festins. Que Dieu les récompense de leur bonté. Les Touaregs peuvent vendre leurs précieux chargements. Au Mali, la demande en sel est si forte qu'ils s'échangent contre de l'or. De nos jours, l'or est principalement extrait de mines très profondes. Au Mali, on en trouve dans le lit du fleuve Niger. À cette époque, 2 tiers des réserves d'or mondiales connues se trouvent en Afrique de l'Ouest. Par conséquent, les souverains maliens font partie des hommes les plus riches de la planète. Leurs villes deviennent des centres de savoir. L'université de Sankoré à Tombouctou est l'une des plus anciennes du monde et la première fondée en Afrique subsaharienne. 25 000 personnes, soit un quart de la population de la ville, la fréquentent. Et avec plus de 300 000 parchemins, sa bibliothèque compte parmi les plus grandes du monde islamique. Des savants de partout y venaient pour étudier les parchemins. C'est un peu l'Internet de l'époque, puisque c'est là qu'était stockée l'information. L'Afrique vit son âge d'or. Au sud du continent se trouve le Grand Zimbabwe, une glorieuse ville aux murs de pierre, site légendaire des mines du roi Salomon. Sur les hauts plateaux d'Éthiopie, un ancien empire chrétien se réclame de la reine de Saba. Et sur le littoral est, il y a Kilwa, un comptoir africain particulièrement animé. Ibn Battuta retournera ensuite au Maroc pour y rédiger le texte le plus ancien connu à ce jour à propos de Tombouctou et de la prospérité de l'Afrique. Les Touaregs, quant à eux, repartiront chargés d'or dans le Sahara.
Le métal est destiné à traverser la Méditerranée afin de rejoindre le continent européen. L'or africain participera au foisonnement d'idées le plus important du monde occidental. Il enrichira les uns et provoquera la convoitise des autres. Venise, une ville construite sur 117 îles, est devenue un carrefour marchand très animé. On y vend de la soie du Moyen-Orient ou des épices d'Inde. La cité doit sa richesse à l'or africain. Un jeune Vénitien, du nom de Pietro Venière, qui espère devenir riche dans la banque, s'associe au frère Priuli. « 70 ans plus tôt, la peste a anéanti la moitié de la population de Venise. Mais dans l'histoire de l'humanité, une catastrophe est souvent synonyme d'opportunité. Venise est le berceau de la banque, telle qu'on la connaît aujourd'hui, de la finance et du capitalisme. Au XVe et XVIe siècle, c'est l'endroit où il faut être. C'est là que tout se passe. L'or africain y est transformé en ducat, une monnaie internationale. Les marchands déposent leur ducat chez des hommes comme Pietro Venière. C'est ainsi que naît la banque moderne. Sur les bancs, banca en italien, là où l'argent changeait de main. Les marchands s'adressaient aux banques pour emprunter de l'argent pour des besoins personnels ou commerciaux, c'est-à-dire pour les mêmes raisons qui nous font aller à la banque aujourd'hui. Mais Venise attire les défavorisés, captivés par sa prospérité. Enrico est un travailleur itinérant sans emploi, affamé et soumis à la tentation. Il vient de voler 340 ducats, soit 1 kilo d'or. Pietro Venière n'a pas le choix. Il doit le rattraper. Si les clients perdent confiance en leur banquier, son avenir est compromis. En effet, sa parole n'a plus aucune valeur et ses promesses ne comptent pas. Et dans ce cas, le banquier n'a plus qu'à mettre la clé sous la porte. Enrico est condamné à être pendu haut et court. À Venise, les voleurs sont punis sévèrement. Ce sont les hommes comme Pietro qui financeront la Renaissance. Le plus grand mouvement culturel de toute l'histoire de l'humanité.